À 10 000 mètres au-dessus de l'Atlantique, un magnate de la technologie serre la main de sa femme enceinte alors qu'elle peine à respirer. Sa vie et celle de leur enfant à naître s'échappent à chaque souffle. L'équipage appelle un médecin, mais personne ne répond, jusqu'à ce qu'un adolescent noir en classe économique se lève. Calme, concentré et ignoré de tout quelques instants auparavant. Il s'avance avec une seule requête. Laissez-le essayer. Ce que les passagers ne savent pas, c'est que ce jeune homme n'est pas seulement intelligent. Il est sur le point de sauver 2 vies et de changer les leurs à jamais. À 10 000 mètres au-dessus de l'océan Atlantique, les lumières de la cabine s'étaient tamisées et la plupart des passagers s'étaient se laissés glisser dans une brume tranquille de sommeil ou de silence. Mais quelque chose n'allait pas. Au siège 2A, Lord Callister bougeait mal à l'aise. Sa main était pressée contre sa poitrine. Sa respiration était devenue courte, rapide, irrégulière. Elle essaya de parler, mais ne parvint qu'à murmurer. « Étienne, je n'arrive pas à respirer. » Son mari, Étienne Callister, se tourna instantanément, la larme se lisant sur son visage. « Quoi alors ?» demanda-t-il, se levant si rapidement de son siège incliné que sa coupe de champagne se renversa sur le sol. De l'autre côté de l'allée, une hôtesse de l'air nommée Monique se précipita, le visage composé mais tendu d'inquiétude. La peau de Laure était devenue pâle, ses lèvres teintées de bleu. L'air dans la cabine pressurisée semblait soudainement trop rare, trop précieux. Le murmure feutré des moteurs de l'avion, d'habitude si rassurant, prenait une note sinistre. Étienne sentit une vague de froid le parcourir, une peur primale qu'aucun de ses succès financiers ne pouvait apaiser. Il regarda le ventre arrondi de sa femme, où leur fille grandissait, et une panique glaciale lui serra la gorge. Tout son monde, tout ce qui comptait vraiment, était contenu dans ce souffle fragile qu'elle luttait pour prendre. Monique, l'hôtesse, posa une main professionnelle mais tremblante sur l'épaule d'Étienne. « Monsieur, essayez de la calmer, nous allons faire une annonce. » Sa voix était un modèle de calme entraîné, mais ses yeux trahissaient une anxiété grandissante. Elle se tourna et attrapa le combiné. « Y a-t-il un médecin à bord ?» appela Monique, l'urgence montant dans sa voix. Une autre hôtesse émergea avec une trousse médicale orange vif, son visage une toile de concentration. « Nous avons besoin d'une assistance médicale immédiate, » répéta-t-elle le long de l'allée, sa voix coupant le silence endormi de la cabine. Plusieurs têtes se redressèrent, des regards ensommeillés se transformant en curiosité inquiète. À l'arrière de l'avion, au siège 32B, Noé Benoît, 17 ans, se redressa d'un coup. Il était à moitié endormi, ses écouteurs diffusant encore une musique instrumentale calme de sa playlist d'études. Mais ces mots, difficulté à respirer, enceinte, urgence médicale, le mirent en état d'alerte maximale. Son esprit s'emballa. Pression thoracique, peau pâle, respiration laborieuse. Il avait déjà vu ça. Une fois, lorsque sa grand-mère, Madame Éliane Benoît, s'était presque effondrée sur le sol de leur appartement à Marseille. Cette fois-là, le secouriste avait dit que c'était une embolie pulmonaire. Et cette femme à l'avant, les symptômes semblaient identiques. Noé regarda autour de lui. Personne d'autre ne bougeait. Personne ne se levait. Peut-être qu'un médecin dormait ou avait peur de se manifester. Ou peut-être qu'il n'y en avait tout simplement pas. Il se tourna vers l'hôtesse qui passait près de sa rangée. « Excusez-moi » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais chargée d'une certitude qui le surprit lui-même. « Je crois que je sais ce qui ne va pas. » La femme lui jeta à peine un regard. « Nous avons besoin d'un professionnel de la santé diplômé. Veuillez rester assis, » dit-elle automatiquement et continua son chemin. Le cœur de Noé battait la chamade. Il savait à quoi il ressemblait. Un jeune noir maigrichon dans un sweat à capuche, un jean légèrement trop court, un sac à dos entre ses pieds. Mais il savait aussi à quoi ressemblait une embolie pulmonaire. Et il savait que chaque seconde comptait. Il se remémora les heures passées à lire les brochures médicales de sa grand-mère, à interroger les infirmières, à essayer de comprendre la maladie qui la rongeait. Ce n'était pas une connaissance académique, c'était une connaissance forgée dans l'amour et la peur. Le visage de sa grand-mère, luttant pour respirer, se superposa à l'image de la femme inconnue en première classe. « Madame » appela-t-il plus fort, sa voix gagnant en assurance. « S'il vous plaît, la grossesse multiplie le risque par 5. A-t-elle eu un gonflement de la jambe? Est-elle essoufflée entre chaque mot ?» Cette précision la fit s'arrêter. Elle se tourna et le dévisagea, une lueur de surprise dans ses yeux. Il se leva, ignorant les regards curieux des autres passagers. « Ma grand-mère a eu la même chose l'année dernière. Je me suis occupé d'elle moi-même. Ça pourrait être un caillot. C'est dangereux. Elle a besoin d'oxygène maintenant et peut-être d'aspirine.
L'hôtesse hésita, son manuel de procédure mentale luttant contre la réalité de la situation. Puis une autre voix crépita sur l'interphone. Équipage de cabine en première classe maintenant. Ce fut suffisant. La femme hocha sèchement la tête. « Venez avec moi, dit-elle. Mais si vous vous trompez... » « Je prie pour ne pas me tromper, répondit Noé, sa voix basse mais ferme. Alors qu'il la suivait le long des rangées endormies, des têtes se tournèrent, des yeux le suivirent, certains curieux, d'autres confus, quelques-uns sceptiques. Que faisait-il? Qui était-il pour marcher vers la première classe comme ça? Mais Noé ne regarda pas en arrière. Il se souvenait de ce que sa grand-mère disait toujours. Le savoir ne signifie rien si tu as trop peur de parler. Quand ils atteignirent le siège 2A, l'or haletait maintenant, le masque à oxygène ne l'aidant que très peu. Étienne était lui-même pâle, tenant sa main, impuissant. Il regarda cet adolescent s'approcher, un mélange de méfiance et de désespoir dans les yeux. « Qui est-ce » demanda-t-il sèchement, sa voix tremblante de peur. « Où est le médecin » Monique intervint. « Il n'y a pas de médecin. Ce jeune homme dit qu'il sait peut-être ce qui se passe. » Les yeux d'Étienne se rétrécirent, balayant Noé de la tête aux pieds, s'arrêtant sur son sweat à capuche et ses baskets usées. « C'est ma femme, » dit-il, sa voix se brisant. « Elle est enceinte. »« Oui, je ne veux pas de supposition. » Noé soutint son regard calmement, sans se laisser intimider par la richesse ou la panique de l'homme. « Monsieur, je comprends, mais j'ai déjà vu ça. Ces symptômes correspondent à une embolie pulmonaire, un caillot dans son poumon, et à 28 semaines de grossesse. C'est un risque élevé. Il faut stopper le caillot. L'oxygène aidera, et de l'aspirine si elle peut en prendre. » Monique ouvrit la trousse médicale. « Nous avons de l'aspirine. » La tête de Laure se tourna légèrement vers Noé, ses yeux suppliants. « Ma jambe gauche. Elle était enflée hier. Je pensais que c'était normal. » Noé hocha la tête, confirmant son diagnostic interne. « C'est probablement là que ça a commencé. Le caillot s'est déplacé. » Étienne regarda de l'un à l'autre. Sa propre respiration était devenue courte, non pas à cause de la maladie, mais de la peur. Pendant un instant, il se figea. Le bruit de la cabine sembla tomber en arrière-plan. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était le visage pâle de Laure, ses lèvres bleutées, sa poitrine se soulevant en halètement paniqué. Ses yeux trouvèrent les siens. Pas fou, pas frénétique, juste suppliant, le priant silencieusement de l'aider. Il voulait un médecin, il voulait de la certitude, un diplôme encadré, des années d'expérience. Mais rien de tout cela n'arrivait. Il se tourna vers Noé. Le garçon ne vacilla pas. Il n'y avait pas d'arrogance dans ses yeux, juste de l'urgence, juste un but. La poigne d'Étienne sur la main de Laure se resserra, puis se relâcha. Une seconde passa, une éternité. « Faites ce qu'il dit » murmura finalement Étienne, sa voix rauque. « S'il vous plaît. » À ce moment-là, les lignes entre la première classe et la classe économique disparurent. Il n'y avait plus de costumes de créateurs ou de sweats à capuche usés, plus de statues, juste une femme enceinte luttant pour respirer et un adolescent faisant tout son possible pour l'aider. Et dans cette allée étroite entre le luxe et le désespoir, quelque chose commença à changer, même si aucun d'entre eux ne le réalisait encore. La scène en première classe était tendue, presque figée dans le temps. Laure Callister était allongée, inclinée, les yeux flottants, sa respiration courte et rapide. Une fine couche de sueur perlait sur son front. Étienne était agenouillé à côté d'elle, ses mains tenant toujours les siennes, son visage tiré et sans couleur. Monique tendit l'aspirine à Noé, toujours incertaine de laisser cet adolescent prendre les choses en main. Mais en l'absence de médecin à bord et avec l'état de la passagère qui s'aggravait, l'hésitation n'était plus une option. « Elle doit la mâcher », dit Noé, sa voix calme mais ferme, coupant à travers la tension. « Elle entrera plus vite dans sa circulation sanguine. C'est de l'acide acétylsalicylique. Ça va aider à fluidifier le sang et à empêcher le caillot de grossir. » Monique hocha la tête, impressionnée par sa précision, et glissa délicatement le comprimé entre les lèvres de Laure. Noé regarda rapidement autour de lui. « Nous devons surélever ses jambes et desserrer tout ce qui est serré. Chaussures, ceintures, bijoux, tout ce qui pourrait ralentir la circulation sanguine. » Étienne, sortant de sa torpeur, aida, retirant les chaussures de Laure et soulevant ses jambes avec les couvertures enroulées que Monique avait apportées. La cabine autour d'eux était silencieuse, mais plus endormie. Quelques têtes curieuses sortirent de leur cocon, certaines concernées. Un homme de l'autre côté de l'allée murmura à sa voisine « Il laisse un gamin faire ça, c'est de la folie !»
Une autre femme secoua la tête d'un air désapprobateur, mais personne n'intervint, personne n'offrit plus. Ils se contentèrent de regarder, spectateurs passifs d'un drame qui se jouait à quelques mètres d'eux. Étienne entendit les chuchotements, et son regard passa de Noé au spectateur. Quelque chose durcit dans sa voix. « Comment savez-vous tout ça » demanda-t-il, un mélange de suspicion et d'espoir dans sa question. Noé leva brièvement les yeux mais garda les mains stables alors qu'il ajustait le masque à oxygène sur le visage de Laure. « Parce que ma grand-mère a eu un caillot comme celui-ci, parce que j'ai appris ce qu'il fallait pour prendre soin d'elle. Parce que d'où je viens, on n'a pas de médecin sur appel. On apprend à se débrouiller, à observer, à écouter. » La réponse prit Étienne au dépourvu. Pendant un instant, il n'eut rien à répondre. L'abîme entre leurs deux mondes venait de se matérialiser dans cette simple phrase. Noé ne lui laissa pas le temps d'en trouver une. Elle se stabilise, mais elle a toujours besoin de soins d'urgence. C'est temporaire. Son rythme cardiaque est encore élevé. N, vous devez atterrir. Le plus vite sera le mieux. Monique avait déjà prévenu le commandant de bord. Nous nous déroutons vers Francfort, dit-elle doucement à Étienne. Ils auront une équipe médicale qui nous attendra à l'atterrissage. Noé resta près de Laure, lui parlant doucement pour la guider à travers des respirations lentes et profondes. « Vous allez bien. Vous vous débrouillez très bien, murmura-t-il. L'aide arrive. Encore un peu de temps. » Laure le regarda, les yeux vitreux, les lèvres tremblantes, et hocha faiblement la tête, s'accrochant à sa voix comme à une bouée de sauvetage. Étienne se rassit lentement sur son siège, observant ce jeune homme qui n'appartenait pas à la première classe, qui n'était pas censé savoir ces choses, prendre le contrôle avec des mains sûres et des yeux clairs. Il ne savait pas quoi dire. La gratitude et la honte s'emmêlèrent dans sa gorge. L'avion s'inclina légèrement en changeant de cap, virant vers la terre ferme. Dans la cabine, la ligne entre la confiance et la panique s'était amincie jusqu'à devenir inexistante. Mais dans le coin tranquille du siège 2A, Noé tenait cette ligne. Pour la première fois, Étienne ne voyait pas un gamin en sweat à capuche. Il voyait la personne qui sauvait sa famille. Et alors que le doux ronronnement des moteurs continuait, que les lumières clignotaient silencieusement au-dessus de leur tête et que les hôtesses de l'air chuchotaient dans les radios, une vérité s'installa profondément sur tous ceux qui étaient à portée de voix. Si Noé ne s'était pas levé, Laure et le bébé n'auraient peut-être pas survécu. Les voyants d'atterrissage s'allumèrent. La voix du commandant de bord retentit, calme et professionnelle, mais avec une nuance d'urgence sous-jacente. « Nous atterrirons à Francfort dans 25 minutes. L'équipe médicale est en attente. » Noé laissa échapper un lent soupir. Le pot, idée sur ses épaules s'allégeant d'un gramme. La couleur de l'or avait commencé à revenir. L'oxygène aidait. L'aspirine leur achetait du temps, mais ses mains étaient toujours serrées, son corps toujours en état d'alerte maximale. Et au fond de son esprit, une pensée lancinante persistait. Il savait ce que cela signifiait. Zurich n'était plus à portée de main. L'entretien pour lequel il avait traversé l'océan, l'opportunité qui pouvait changer sa vie, était parti en fumée. C'était la bourse des jeunes chercheurs en santé mondiale, une chance unique, une porte d'entrée vers un monde qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il avait passé des mois à se préparer, des nuits blanches à étudier, sacrifiant tout pour cette seule chance, et maintenant, elle lui glissait entre les doigts. Mais alors qu'il regardait Laure, toujours en train de respirer, toujours en train de tenir bon, il se dit ce que sa grand-mère lui répétait toujours. Les moments décisifs se moquent de nos agendas. Ce moment n'était pas encore terminé. La partie la plus difficile, la descente, l'attente, l'incertitude, restait à venir. Il ne pouvait pas se permettre de penser à Zurich maintenant. Il devait rester concentré jusqu'à ce que Laure soit entre les mains des médecins. Le reste attendrait. Il sentit le regard d'Étienne sur lui, un regard nouveau, dépouillé de son arrogance initiale, remplacé par une sorte de respect craintif. L'homme qui avait tout, qui pouvait acheter n'importe quoi, venait de découvrir la valeur inestimable d'une connaissance acquise, non pas dans les salles de conseil, mais au chevet d'un être cher. La dynamique entre eux avait irrévocablement changé. Ils n'étaient plus un magnate de la technologie et un adolescent de la classe économique. Ils étaient deux personnes liées par une crise, deux mondes qui s'étaient heurtés à 10 000 mètres d'altitude et qui ne pourraient plus jamais se séparer complètement. L'avion amorça sa descente finale, traversant les couches de nuages pour révéler les lumières scintillantes de Francfort en contrebas. Pour les autres passagers, c'était la fin d'un vol mouvementé. Pour Étienne, Laure et Noé, c'était le début de quelque chose de bien plus complexe.
L'avion se posa à l'aéroport international de Francfort juste avant l'aube, le ciel encore sombre au-delà des lumières de la piste. Les ambulanciers attendèrent déjà sur le tarmac, leurs silhouettes se découpant dans les phares clignotants de l'ambulance. Les portes s'ouvrirent avant le protocole habituel, et Lord Callister fut délicatement soulevé sur une civière, Étienne à ses côtés, serrant toujours sa main comme si sa propre vie en dépendait. Noé recula, laissant les professionnels prendre le relais. Il avait fait ce qu'il pouvait. Son rôle était terminé. Mais alors qu'il l'emmenait sur la passerelle étroite, Laure tourna faible, levant la tête vers lui et murmura, sa voix à peine audible au-dessus du bruit des moteurs qui s'éteignaient, « Merci ». Ces deux mots, chargés d'une gratitude immense, frappèrent Noé avec plus de force que n'importe quel discours. Il hocha simplement la tête, incapable de formuler une réponse. Il regarda la civière disparaître dans le terminal, puis se retrouva seul dans l'allée de la première classe, un intrus dans un monde qui n'était pas le sien. L'agitation de l'urgence s'était dissipée, laissant place à un silence pesant. Les autres passagers débarquaient, lui jetant des regards curieux, certains admiratifs, d'autres encore méfiants. Il retourna à son siège en classe économique pour récupérer son sac à dos, le poids de la réalité s'abattant sur lui. Zurich, l'entretien, son avenir, tout semblait soudainement lointain et flou. Des heures plus tard, sous la lumière fluorescente et stérile de la salle d'attente de l'hôpital, Étienne était assis, voûté sur un gobelet en carton de café amer de distributeur à peine touché. Il avait enfilé un sweatshirt que l'hôpital lui avait fourni, mais il avait toujours l'air déplacé, comme quelqu'un qui n'appartient pas à l'inconfort. De l'autre côté de la pièce, Noé était assis tranquillement, une pile de fiches de révision dépassant de son sac à dos sur la chaise à côté de lui. La télévision au-dessus de leur tête diffusait silencieusement une chaîne d'information locale, avec des sous-titres en allemand. Aucun d'eux n'y prêtait attention. Le temps s'étirait, chaque minute une petite éternité. Étienne arpentait la salle, son téléphone portable collé à l'oreille, aboyant des ordres à des assistants dans un fuseau horaire différent, annulant des réunions, réorganisant sa vie méticuleusement planifiée qui venait de voler en éclats. Noé, lui, observait. Il voyait les autres familles dans la salle d'attente, leurs visages marqués paix, par l'inquiétude, et il se sentait à la fois connecté et étranger à leur douleur. Il pensait à sa grand-mère, aux innombrables heures qu'il avait passées dans des salles comme celle-ci, l'odeur d'antiseptique et de peur imprégnant l'air. C'était un monde qu'il connaissait trop bien. Un médecin sortit avec un presse-papiers à la main. Étienne se leva instantanément, son appel téléphonique interrompu en plein milieu d'une phrase. « Monsieur Callister ?» L'homme hocha la tête. « Votre femme est stable. Le caillot a été confirmé dans son poumon gauche. Elle a eu beaucoup de chance que cela ait été détecté tôt. L'aspirine et l'oxygène administrés à bord ont probablement évité une issue bien pire. » Étienne expira d'un coup, le soulagement le faisant presque chanceler, et il se rassit lourdement. « Et le bébé ?» ?»« Également stable. Le rythme cardiaque est revenu à la normale. Nous continuerons la surveillance, mais les choses s'annoncent bien. N. » Le médecin offrit un sourire rassurant. Le premier signe authentique de bonnes nouvelles depuis des heures. Il jeta un coup d'œil à Noé. « L'infirmière m'a dit que c'est ce jeune homme qui a posé le premier diagnostic. C'était une intervention remarquable. » Étienne regarda Noé, réalisant pleinement pour la première fois la dette qu'il avait envers lui. Le médecin continua. « Elle demande à vous voir tous les deux. » Cette nuit-là, alors que Laure se reposait dans son lit d'hôpital, Étienne se retrouva à marcher seul dans le long couloir stérile. Les lumières au plafond bourdonnaient faiblement, projetant des reflets ternes sur le sol poli. Il croisa un homme voûté dans un fauteuil roulant, poussé doucement par une infirmière. Une femme âgée se tenait devant une chambre aux rideaux tirés, les bras croisés, le visage creusé par l'inquiétude. Le silence entre les bips des moniteurs et le bruit de ses propres pas lui semblait lourd. Eh ben, Yen s'arrêta devant un distributeur automatique, observant un jeune garçon presser son visage contre la vitre, comme s'il espérait que quelque chose à l'intérieur pourrait réparer ce qui se passait derrière les portes closes. Et puis, il se souvint du souffle de Laure, court, désespéré, l'impuissance dans ses yeux, et la voix de Noé, calme dans le chaos. S'il n'avait pas écouté, s'il avait laissé son scepticisme l'emporter, il se détourna de la machine, le goût du café amer toujours dans sa bouche. Quelque chose avait changé en lui, pas une simple prise de conscience, mais un véritable examen de conscience. Il avait toujours cru que son argent pouvait tout résoudre, tout contrôler, mais face à la mort, face à la fragilité de la vie,
Ces millions ne valaient rien. Seule la connaissance d'un adolescent qu'il aurait normalement ignoré avait fait la différence. Ils ne parlèrent pas beaucoup en se dirigeant vers la chambre. Étienne ne savait toujours pas quoi dire à Noé. Quand ils arrivèrent dans le couloir, juste devant la porte, Noé s'arrêta. « Vous devriez entrer en premier, dit-il, montrant une déférence qui mit Étienne mal à l'aise. Étienne se tourna vers lui, et pour la première fois, il le vit non pas comme un sauveur providentiel, mais comme un jeune homme qui avait sacrifié quelque chose d'important. « Non, dit Étienne, sa voix plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue. « Viens avec moi. » Elle a demandé à te voir. À l'intérieur, Laure avait l'air pâle, mais ses yeux étaient vifs, sa respiration régulière. Des moniteurs émettaient sur des bips doux à côté de son lit. « Vous voilà » dit-elle avec un sourire fatigué mais sincère, tendant la main. Noé s'approcha lentement, se sentant de nouveau comme un intrus. « Je suis content que vous alliez bien, madame. »« C'est grâce à toi, » dit-elle, sa voix claire. « Appelle-moi Laure. Ils m'ont raconté ce que tu as fait. Que tu es resté calme, que tu nous as sauvés. » Noé ne sut comment répondre à cela. Alors il se contenta de hocher la tête, puis il rapprocha une chaise. Il y eut un silence, non pas gênant, mais rempli de l'émotion inexprimée de la journée. Laure le rompit. « Tu as mentionné dans l'avion que tu allais à un entretien. » Noé hésita, le poids de sa réalité le rattrapant. « Oui, un programme médical à Zurich. Les jeunes chercheurs en santé mondiale. Ils ne prennent que 50 étudiants du monde entier. C'était assez important. Et l'entretien était aujourd'hui, dit Étienne. C'était plus une constatation qu'une question, une reconnaissance du sacrifice. Noé hocha de nouveau la tête, cette fois plus silencieusement. « Quoi ?» La voix d'Étienne s'abaissa, chargée d'une nouvelle compréhension. « Tu savais que tu le manquerais en restant avec elle. » Noé le regarda, et pour la première fois, il laissa transparaître une partie, de sa déception. « Ce n'était pas une décision, dit-il simplement. Elle avait besoin d'aide. Je ne pouvais pas partir. » Laure regarda son mari, puis Noé. Un regard passa entre eux, une décision silencieuse. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Permettent-ils un entretien de rattrapage ?» Noé secoua légèrement la tête. « Non, c'est en personne seulement. Une seule chance. Je postulerai à nouveau l'année prochaine si je peux, mais j'aurai 18 ans. C'était probablement ma seule opportunité pour ce programme spécifique. » Étienne s'adossa, absorbant cela. Le garçon avait tout risqué. Son avenir, sa chance pour une étrangère. Sans presse, sans caméra, juste par instinct et par principe. Le silence revint, mais cette fois, il n'était pas inconfortable. Il était réfléchi, lourd de sens. Noé se leva. « Je devrais probablement vous laisser vous reposer. Je vais essayer de changer mon vol demain matin et de rentrer à la maison. » Laure tendit à nouveau la main, ne voulant pas le laisser partir. « Attends, tu n'es pas obligé de partir tout de suite. Il y a quelque chose que nous voulons te demander. » Noé la regarda, puis se tourna vers Étienne, et dans les yeux de l'homme d'affaires, Noé vit la lueur de quelque chose de nouveau. Pas de la pitié, pas de l'obligation, autre chose. Un début. La crise était passée, mais ses conséquences commençaient à peine à se déployer. Quoi qu'il arrive ensuite, cela commencerait par une conversation, et cette conversation était sur le point d'avoir lieu. Le lendemain matin, le café de l'hôtel était calme, l'agitation du petit déjeuner étant déjà passée. Noé était assis seul à une table d'angle, son carnet ouvert à côté d'une tasse de café tiède. Il n'écrivait pas, se contentant de fixer la même phrase qu'il avait commencée 15 minutes plus tôt. Ses pensées n'étaient pas sur la page. Elles étaient encore dans cette chambre d'hôpital. Elle, avec les yeux fatigués mais reconnaissants de Laure, et l'expression indéchiffrable d'Étienne. Le choc et l'adrénaline s'étaient dissipés, laissant place à une fatigue profonde et à la dure réalité de son opportunité manquée. Il se demande ce qu'il dirait à sa grand-mère. Elle serait fière, bien sûr, mais elle serait aussi déçue pour lui. Elle avait tant investi dans son avenir, tant sacrifié. Il leva les yeux lorsque la chaise en face de lui glissa en arrière. Étienne Callister s'assit, vêtu des mêmes vêtements de voyage froissés de la veille, tenant sa propre tasse de café. « Je pensais bien vous trouver ici, » dit-il, sa voix moins autoritaire que la veille. Noé ferma lentement son carnet. « Elle va bien ?»« Mieux, elle dort. Ils l'ont mise sous un traitement complet d'anticoagulant. Ils surveillent tout. Les médecins disent qu'elle mènera sa grossesse à terme si elle se repose. » Étienne marqua une pause, observant Noé avec et intensité nouvelle. « Elle m'a dit de venir vous parler. » Noé resta silencieux. Il ne savait pas ce qui allait suivre, mais il se prépara mentalement.
Il avait vu assez de films et lu assez d'histoires pour savoir comment ce genre de scénario se déroulait habituellement. L'homme riche, reconnaissant, sort son chéquier. Étienne posa son café et se pencha légèrement en avant. « Écoutez, je ne sais pas comment vous remercier. Ce que vous avez fait, il n'y a pas de véritable moyen de mesurer cela. » Il prit une profonde inspiration. « Mais j'aimerais essayer. J'ai les moyens. S'il y a quelque chose dont vous avez besoin, une bourse d'études, les frais de scolarité, n'importe quoi, je veux vous aider. » La mâchoire de Noé se crispa. C'était bien ça. L'offre, le moment, combien voulez-vous? Il regarda Étienne droit dans les yeux, son regard inébranlable. « Je ne veux pas d'argent. » Étienne ne sourcilla pas, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Alors, que voulez-vous » Noé prit une profonde inspiration, sa voix basse mais claire, chaque mot pesé. « Ma grand-mère, Madame Éliane Benoît, elle m'a élevé après le décès de ma mère. Elle souffre d'insuffisance cardiaque, de BPCO et d'une arthrite si grave qu'elle ne peut plus monter les escaliers de notre immeuble. Notre mutuelle couvre à peine les inhalateurs. Elle attend depuis 4 mois un rendez-vous chez un cardiologue parce que les cliniques locales sont surchargées. » Il se pencha un peu plus, l'intensité de sa voix augmentant. « Vous voulez m'aider? Aidez-la. Donnez-lui les soins dont elle a besoin. C'est plus important que n'importe quel chèque. » Étienne recula, traitant l'information. Il s'était attendu à une demande de bourse, à un contact pour un emploi, peut-être même à une lettre de recommandation pour une université prestigieuse, mais pas à ça. Pas à quelqu'un demandant pour quelqu'un d'autre. Était un test, réalisa-t-il. Noé ne demandait pas un simple paiement, il demandait une preuve de compréhension. Et si je lui trouvais un rendez-vous avec un cardiologue privé, si je couvrais toutes ses dépenses, demanda-t-il, testant à son tour les limites de la demande. Noé secoua lentement la tête. Ça l'aiderait, bien sûr, mais elle n'est pas la seule. Notre immeuble est rempli de gens comme elle, des retraités, des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ne peuvent plus se payer un taxi pour aller à la pharmacie. Il y a un dispensaire à proximité, mais ils sont débordés. Un médecin pour des milliers de personnes, pas de programme de transport, pas de financement pour les médicaments spécialisés. Le visage d'Étienne était désormais illisible. Il ne parlait pas, il écoutait, vraiment. Noé continua, sa passion pour le sujet évident. « Je ne dis pas de réparer le système, mais si vous êtes sérieux, commencez par le voir. Vaut-il vraiment ce que des gens comme ma grand-mère vivent juste pour survivre ?» Étienne baissa les yeux sur ses mains, des mains qui signaient des chèques à 7 chiffres sans y penser. Pendant des années, il avait fait des dons à des missions médicales mondiales, signé de gros chèques pour des projets dans des pays qu'il n'avait jamais visités. C'était facile, distant, bon pour l'image de l'entreprise. Mais il n'avait jamais pensé à demander ce qui se passait dans des quartiers à 20 kilomètres de son propre bureau parisien. Il releva les yeux vers Noé. Qu'est-ce qui ferait une différence? Une vraie différence. Noé n'hésita pas une seconde, comme s'il avait répété ce discours dans sa tête des centaines de fois. Investissez dans une véritable initiative de santé là où nous vivons. Pas de la charité, un partenariat. Embauchez localement. Incluez des gens de la communauté dans la prise de décision. Bâtissez la confiance. Ne mettez pas seulement votre nom sur un bâtiment. Mettez-y des gens qui s'en soucient. Créez une structure durable, pas un pansement temporaire. Les mots se posèrent lourdement sur la table entre eux. Un plan d'action plutôt qu'une simple demande. Étienne prit enfin la parole, sa voix réfléchie. « Nous construisons actuellement un hôpital au Ghana. C'est un bon projet, mais je n'ai jamais envisagé de faire quelque chose de ce genre à Marseille. » Noé haussa les épaules, un geste simple qui portait le poids de sa réalité. Le besoin ne connaît pas la géographie. C'est une question d'accès et de qui vous choisissez de voir. Étienne le regarda pendant un long moment. Quelque chose changea derrière ses yeux. Pas de la culpabilité, pas de la pitié, mais une compréhension naissante. Il hocha la tête une fois, une décision prise. Je vais y réfléchir. Sérieusement. Noé reprit son carnet, mais ne l'ouvrit pas. C'est tout ce que je demande. Et pour la première fois depuis leur rencontre, Étienne sourit. Pas un sourire poli, pas un sourire formel, mais un sourire honnête, presque timide. « J'aimerais rencontrer votre grand-mère, » dit-il doucement. Noé haussa un sourcil, une lueur d'amusement dans ses yeux. « Vous êtes sûr de ça ?» Elle ne mâche pas ses mots. Le sourire d'Étienne s'élargit. « D'après ce que vous m'avez dit, elle ressemble au genre de personne qui aurait beaucoup de choses à dire à un type comme moi. » Et avec cela, la prochaine étape devint claire.
car la vraie conversation, celle qui changerait plus que deux vies, était sur le point de commencer. Ce n'était plus une question de dette à rembourser, mais d'un pont à construire. Une semaine plus tard, une berline noire aux vitres teintées se gara devant un immeuble d'appartements étroit dans un quartier populaire de l'est de Marseille. La peinture sur les murs était écaillée par le soleil et le sel, et des pancartes en papier collées à l'entrée indiquaient « Ascenseur en panne, de nouveau ». Étienne Callister sortit le premier, ajustant le col de sa veste en cachemire. Il leva les yeux vers le bâtiment, une expression de légère appréhension sur son visage, puis se tourna vers sa femme. Laure le suivit prudemment, maintenant dans son 3e trimestre, une main posée sur son ventre. Elle lui sourit de manière rassurante, sentant sa nervosité. « Tu es plus nerveux que moi pendant le travail, » dit-elle doucement. « Cette femme a élevé Noé. »« Je veux faire bonne impression, » marmonna Étienne, lissant une veste qui n'avait pas besoin d'être lissée. En haut des 3 étages d'escalier, Noé les attendait déjà sur le palier. Il leur fit signe de monter, puis tendit la main pour aider Laure dans les dernières marches. « Elle est ravie que vous soyez venus, » dit-il, un petit sourire aux lèvres. Elle a probablement préparé assez de nourriture, pour tout le monde dans l'immeuble. Le couloir sentait bon la daube provençale et les herbes de Provence, une odeur riche et réconfortante qui contrastait avec l'austérité du bâtiment. À l'intérieur de l'appartement, tout était impeccablement propre et poli. De vieilles photographies bordaient les murs, racontant l'histoire d'une famille, des portraits de mariage en noir et blanc, des photos de classe, des clichés de remise de diplômes aux couleurs passées. Au centre du salon, assise droite dans un fauteuil usé mais confortable, avec des tubes à oxygène dans le nez et une canne à ses côtés, se trouvait Madame Éliane Benoît. Elle portait une robe à fleurs et un collier de perles. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés et ses yeux étaient vifs, intelligents et ne manquaient rien. « Alors ce sont les gens de l'avion, » dit-elle d'un ton sec qui ne laissait aucune place à la sentimentalité. « Entrez. » Ne laissez pas la chaleur s'échapper. Étienne s'avança, se sentant soudainement maladroit et déplacé. « Madame Benoît, merci de nous recevoir. Nous avons apporté quelques petites choses. » Il tendit un panier rempli de produits d'une épicerie fine parisienne. « Posez ça là, » l'interrompit-elle en désignant la table d'un geste de la main sans même regarder le panier. « Asseyez-vous, puis dites-moi exactement ce que vous prévoyez de faire pour ce quartier, et pourquoi je devrais croire un homme qui est arrivé en jet privé et qui pense que des pansements peuvent réparer des systèmes cassés. » Étienne cligna des yeux, pris au dépourvu par sa franchise. Il s'assit lentement, Laure à ses côtés. Puis, il commença à parler. Il ne parle pas de charité ou de dons. Il parle de ce que Noé lui avait dit dans ce café à Francfort. Il parla des lacunes qu'il n'avait jamais remarquées, des injustices systémiques qu'il avait choisi d'ignorer. Il parla de son désir de construire quelque chose de durable, non pas pour la reconnaissance, mais pour le service. Il parle de s'associer avec des médecins locaux, de financer des programmes de transport pour les personnes âgées, d'offrir des soins spécialisés gratuits et surtout de placer le pouvoir de décision entre les mains de la communauté elle-même. Madame Benoît l'écouta sans l'interrompre, son regard perçant ne le quittant jamais. Quand il eut fini, elle se pencha en arrière dans son fauteuil, l'examinant comme un juge délibérant une sentence. Puis, de manière inattendue, elle sourit, un vrai sourire qui illumina son visage. « Vous n'êtes pas aussi ignorant que je le pensais. Encore un peu naïf, mais vous essayez. Ça compte. » Noé expira doucement, un soulagement visible sur son visage. Laure rit doucement et tendit la main vers celle de Madame Benoît. « Nous aimerions aussi vous offrir des soins privés complets, tout ce dont vous avez besoin, des spécialistes, de l'équipement, des visites à domicile. » Les yeux de Madame Benoît ne s'adoucirent pas, mais sa voix si. « C'est gentil, ma petite. Mais ne l'offrez pas parce que vous vous sentez coupable. Faites-le parce que les gens comme moi ont de la valeur, même si nous ne sauvons jamais votre vie dans un avion. Je le sais maintenant, » dit simplement Étienne, et il le pensait. Plus tard, alors qu'ils visitèrent le quartier, Noé leur montra la réalité derrière ses paroles. Il leur montra le dispensaire en sous-effectif, avec sa salle d'attente bondée et son médecin épuisé. Il leur montra la pharmacie qui avait rarement en stock les médicaments spécifiques dont sa grand-mère avait besoin, forçant les résidents à faire un long trajet en bus jusqu'au centre-ville. Il leur présenta Monsieur Dubois, un ancien docker qui ne pouvait pas se payer les séances de kiné pour son genou, et Madame Rossi qui rationnait son traitement pour le diabète pour joindre les deux bouts. Étienne disait très peu de choses, mais il écoutait,
absorbant chaque histoire, chaque visage. Il voyait non pas la pauvreté, mais la résilience, non pas le désespoir, mais la dignité. En quelques mois, l'initiative Santé des Oliviers fut annoncée. Ce n'était pas un projet de la Fondation Callister, mais un partenariat. Un centre de santé communautaire avec des services complets, financé par la Fondation mais dirigé par un conseil de voix locale, y compris Mme Eliane Benoît. Le projet pilote fut guidé par les contributions directes de Noé. Il accepta l'offre de siéger à son comité consultatif jeunesse et séparément reçut une bourse complète pour le programme de médecine de la Sorbonne Université, obtenue non pas par l'intervention d'Étienne, mais par ses propres mérites exceptionnels, qui furent réévalués par le comité de la bourse de Zurich après qu'un des membres de l'équipage, touché par son histoire, eût été une lettre passionnée en sa faveur. Dans un hôpital de l'autre côté de la ville, lorsque Laure donna naissance à une petite fille, en parfaite santé, la question de son nom flotta dans l'air de la chambre. « Je pensais à un prénom, dit Laure, sa voix douce, une main posée sur le bébé emmailloté. Étienne leva les yeux, un sourire tendre sur le visage. « Moi aussi. Mais j'ai l'impression que nous ne pensons pas au même. »« Eliane, dit-elle doucement. Il marqua une pause, considérant le poids de ce nom. « Tu es sûr ? C'est beaucoup à porter. »« Elle nous a portés, répondit Laure. Pas seulement moi, pas seulement le bébé. Elle a changé quelque chose en toi aussi. » Étienne y réfléchit. Eliane Espoir Callister. Laure sourit. « Ça sonne juste. » Étienne hocha la tête, les larmes aux yeux. « Alors, c'est son nom. » Lorsque Madame Benoît la tint pour la première fois, elle murmura à l'oreille du nouveau-né. « Un nom fort. Assurons-nous, ousse qu'elle soit à la hauteur. » Alors qu'Étienne regardait la femme qu'il avait un jour traitée de naïf bercer sa fille, il comprit que le changement était complet. Pas seulement dans sa famille, pas seulement dans l'avenir de Noé, mais en lui-même. Car ce que Noé avait demandé, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas un statut, c'était la dignité. Et la dignité, Étienne le savait maintenant, était la seule fondation sur laquelle il valait la peine de construire quoi que ce soit.